Bonjour, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Dans le fond, je vais parler un petit peu dans le thème que j'ai introduit sous forme de questions. Euh, les groupes sectaires sont aussi les communautés patriarcales, puis je vais apporter un peu une réflexion critique à cette question-là. Rapidement, je suis candidate du doctorat en criminologie. Je travaille sur principalement les expériences des femmes qui ont été dans des groupes sectaires. Je vais pas forcément me présenter, j'en suis encore, je suis pas encore rendue à la collecte des données de mon doctorat. Donc, je vais pas, j'ai fait ça pour ma maîtrise. Donc, il y a des exemples que je vais montrer qui viennent de ma recherche que j'ai fait pour ma maîtrise, puis d'autres exemples de la littérature, mais j'appuie pas forcément tout ça sur des extraits d'entrevues que j'ai fait, mais vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Je voulais aussi dire que je vais sûrement utiliser le mot secte, mais d'une manière très neutre. C'est vraiment euh, euh, c'est ça, d'une manière assez neutre. Donc, voilà. Donc, pour le plan de ma présentation rapidement, euh, je vais commencer par un petit peu un rapide contexte pour savoir pourquoi j'ai décidé, je trouvais ça intéressant de justement s'intéresser au patriarcat en lien avec les sectes. Après ça, dans une deuxième partie, je veux voir s'il y a justement des similitudes. Est-ce qu'on peut vraiment dire que les sectes sont des communautés patriarcales? Mais après, pour les points 3 et 4, j'aimerais ajouter un peu de la nuance à travers, par rapport à cette affirmation-là. Puis, est-ce que vraiment toutes les sectes sont patriarcales puis reproduisent des équipes patriarcales ou non? En dernier, je te propose de un petit peu repenser l'expérience sectaire d'une manière à placer le vécu des femmes vraiment au centre de l'analyse, puis finalement des petites remarques en conclusion. Donc, pourquoi j'ai trouvé pertinent de s'intéresser au patriarcat en lien avec les sectes? Ce que j'ai noté, on va dire, quand j'ai fait ma recherche, puis dans la littérature, c'est que il y a beaucoup de recherches sur les groupes sectaires qui s'intéressent sur au contrôle, aux logiques de manipulation, d'endoctrinement, etc., et qui sont importants pour comprendre justement les dynamiques de groupe dans ces groupes. Mais j'ai remarqué aussi que les questions de genre, puis vraiment les expériences individuelles des femmes étaient moins abordées. Alors que pourtant, quand on s'intéresse justement à plusieurs recherches qui se sont intéressées à des récits de femmes qui ont été dans des groupes sectaires, on voit que justement les dynamiques de genre, puis parfois les dynamiques de pouvoir, les relations entre hommes et femmes, etc., sont quand même souvent au cœur de leur témoignage puis de leur discours. Donc, c'est pour ça que il y a quand même plusieurs écrits qui montrent que, ben, qui soulignent qu'il y a des dynamiques de genre qui peuvent, et que les femmes peuvent être principalement d'autant plus exposées, en fait, à ces logiques-là, de la dynamique de genre puis d'inégalité. Donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant de aborder la question sous cet angle-là. Avant de, ben, pour introduire un petit peu tout ça, je voulais, excusez, je suis un peu mêlée. OK. Je voulais, un petit peu mettre la table en présentant qu'est-ce que j'entends ou en tout cas qu'est-ce qu'on entend quand on parle de patriarcat. À l'origine, c'est un terme qui a été quand même controversé un petit peu, dans son histoire, mais à l'origine, c'est un terme qui signifie littéralement, le règne du père, qui renvoie à un modèle familial très hiérarchique, avec, une figure masculine qui a donc autorité sur l'ensemble du foyer, que ce soit les enfants, les femmes, la femme, etc. Aujourd'hui, avec les recherches plus récentes, le patriarcat est plutôt compris comme un système, donc un ensemble de structures, de pratiques sociales et d'institutions qui vont permettre aux hommes, en tant que groupe, d'exercer une domination qui d'opprimer, parfois exploiter les femmes. Je voulais juste préciser que le patriarcat touche également les hommes, mais simplement d'une manière qui va être différente. Donc, c'est pas une question d'individu, mais plus une question de système dans ce cas-là. Selon donc je voulais préciser que cette domination, elle s'exerce à la fois dans la sphère publique, donc que ce soit au niveau de la politique, de l'économie, du travail, ou même de la religion, et aussi à la fois dans la sphère privée, donc au niveau des relations interpersonnelles, de la sexualité ou de la famille. Selon une chercheure qui s'appelle Gerner Lerner, elle précise aussi que le patriarcat se manifeste en fait par une institutionnalisation de la domination masculine, non seulement dans la famille, mais dans la société en général. Donc, les hommes vont
occuper généralement des positions plus de pouvoir et les femmes vont être davantage exclues de ces positions-là. Puis on va aussi assigner des rôles très genrés aux femmes et aux hommes. Donc les hommes vont être plus, par exemple, assignés, on va leur donner des rôles plus de domination, puis de force ou d'autorité, puis les femmes davantage de soins, de dépendance. Euh, Donc, à travers tout ça, c'est que le patriarcat est maintenant plutôt défini comme un système de pouvoir collectif qui va produire des rapports hiérarchiques et des inégalités de genre qui vont se produire dans le temps. Je voulais aussi souligner que dans des perspectives plus contemporaines, le patriarcat est aussi vu comme en fait, un système qui va s'impliquer à d'autres structures de pouvoir, comme à d'autres structures d'oppression, pardon, comme le racisme, le capitalisme, l'hétérosexisme, le classisme. Donc, c'est plus une vision intersectionnelle. Donc, grâce à à ces définitions-là, de qu'est-ce qu'on entend, ou en tout cas, qu'est-ce qui est entendu dans la littérature sur le patriarcat, euh, découle en fait qu'est-ce qu'on entend quand on parle de communauté patriarcale. Donc, c'est ça se référait à un espace social qui est structuré puis qui va renforcer en fait les rapports de genre hiérarchiques, donc dans lesquels les hommes vont détenir la majorité du pouvoir, que ce soit en pouvoir symbolique, matériel, politique ou spirituel. Et les femmes vont être souvent reléguées à des rôles qui sont davantage définis en fonction des normes de féminité traditionnelles, donc plutôt le soin de la maison, le soin des enfants. Euh, Dans ce genre de communauté, le pouvoir aussi masculin, ce qui est important, c'est qu'il est institutionnalisé. Donc, ça veut dire qu'il est intégré dans l'organisation même du groupe, donc dans les rituels, dans les croyances, dans les règles et dans l'organisation même. Et donc, ça va être justifié souvent par un discours culturel, moral ou effectivement religieux. Je voulais aussi souligner que ce qui fait qu'une communauté patriarcale, une communauté est une communauté patriarcale, c'est pas seulement qu'il y a des hommes en position de pouvoir, mais c'est vraiment que l'ensemble de l'organisation repose sur une hiérarchie de genre. Euh, Parce que, on va le voir plus tard, les femmes aussi peuvent participer à renforcer cette lutte patriarcale. Donc, maintenant, le cœur du sujet, c'est comment articuler ces concepts-là avec les groupes sectaires. Dans le fond, si on s'intéresse au fonctionnement sectaire, on peut effectivement penser que certains groupes renforcent des logiques patriarcales, ce que par la suite, je vais un petit peu nuancer. Donc, il y a certains aspects qui pourraient laisser penser justement que les groupes sectaires fonctionnent de manière plus traditionnelle et patriarcale. Si on prend par exemple en premier, donc ça, je m'appuie sur à la fois les résultats de mes recherches, mais aussi sur d'autres recherches qui ont été menées principalement spécifiquement sur les femmes dans les deux secteurs. Si on regarde justement le rôle des femmes, on voit que dans plusieurs groupes, les femmes sont assignées à des rôles qui sont très genrés et qui sont davantage traditionnels. Donc, par exemple, des mères, d'épouse ou de gardiennes du foyer. Et donc, on va leur demander de se montrer davantage douces, attentives et au service, par exemple, du leader ou de leur mari, dans certains cas. Aussi, on voit que souvent, les positions hiérarchiques vont être réservées aux hommes et les femmes vont pas forcément avoir accès à ces positions-là. Et ça, c'est souvent justifié par des discours spirituels ou religieux qui vont justement placer les femmes dans cette position-là. Et donc, ce qu'on peut déduire de tout ça, c'est que cette assignation genrée rappelle justement les structures patriarcales classiques où la femme est davantage reléguée à la sphère domestique et relationnelle. Au niveau du contrôle du corps et de la sexualité, c'est quelque chose qui revient beaucoup, que j'ai beaucoup vu dans les entrevues que j'ai faites avec les femmes. C'est que leur, leur apparence, en tout cas leur corps de manière générale, est généralement très contrôlé au niveau de l'apparence, la tenue vestimentaire, même parfois du poids. Aussi, on parle beaucoup des relations sexuelles qu'il peut y avoir au sein du groupe et souvent des relations sexuelles qui sont imposées, euh, parfois avec le leader. Par exemple, Lalique en 97, quand elle parlait d'exploitation sexuelle des femmes, elle parlait que souvent les relations sexuelles avec les leaders allaient être
présenté plutôt aux femmes comme un honneur d'avoir des relations sexuelles avec les deux ou que c'était une manière de montrer sa loyauté envers le groupe. Hem, Aussi, on peut observer souvent des règles strictes par rapport à la sexualité et même des épisodes, pas des épisodes, mais des de la coercition reproductive. Donc, quelle que soit, la norme qui est imposée par le groupe, parfois c'est justement, le mariage, assez jeune, ou ne pas avoir de relations sexuelles avec avant le mariage, pardon, hem, ou avoir, par exemple, un certain nombre d'enfants ou au contraire ne pas avoir d'enfants. Quelle que soit l'exigence, la norme du groupe, souvent il y a des règles strictes sur la sexualité qui vont impacter davantage, les femmes en général. Puis le contrôle du corps, il peut aussi se faire sous la forme de violences, physiques, ou sexuelles. Mais ce qui est aussi important à travers tout ça, c'est que, c'est la validité du consentement dans ce contexte-là est très contestable. La manière dont les groupes la dyna sont les dynamiques sectaires, puis la manière dont les groupes sont, comment dire? Sont formés, hem, avec, l'autorité spirituelle du leader et puis l'environnement qui peut être parfois totalisant. Ça rend, les femmes, ça les rend pour elles, c'est excusez-moi. C'est difficile pour elles de refuser des relations, sexuelles, ce qui fait en sorte que leur consentement peut être, vraiment, contestable. Donc à travers tout ça, ce qu'on peut remarquer, c'est que le corps, des femmes est souvent instrumentalisé et que, c'est un type de contrôle qui est, caractéristique, des systèmes, matriarcaux qui cherchent généralement à encadrer, la sexualité des femmes, et aussi la maternité. On veut voir aussi que les femmes, sont, parfois confrontées à des violences psychologiques, affectives, voire spirituelles qui peuvent être profondément genrées également. Hem, que ce soit au niveau de la perte d'estime de soi, des fois parfois les émotions qui sont davantage associées aux femmes peuvent être, vues comme faiblesse également. Donc elles sont, parfois utilisées dans leur vulnérabilité, émotionnelle et spirituelle. Hem Il y a plusieurs groupes aussi qui vont imposer une hiérarchie genrée qui va être renforcée, par, l'idéologie, qu'elle soit religieuse ou spirituelle, ou autre, mais, par, des règles. Heu, les hommes, vont être, considérés comme, par exemple, spirituellement, supérieurs. Donc, à travers cet exemple-là, le patriarcat s'exprime à travers donc un discours, davantage, spirituel. Où la soumission des femmes, elle est pas nécessairement, seulement attendue, mais aussi présentée comme quelque chose de normal, voire, de nécessaire pour leur salut ou autre si c'est pas, un besoin pour leur bien. Finalement, on peut voir que souvent, les conséquences pour les femmes sont durables et sont aussi, genrées. Après la sortie, il y a plusieurs femmes qui parlent d'un profond trauma, d'un manque d'éducation, d'une précarité financière et aussi d'une perte d'identité. Hem Plusieurs, de mes participantes parlaient que reprendre le pouvoir sur sa vie après une expérience, ça peut être vraiment difficile parce que ça passe aussi par, reconstruire une subjectivité en dehors de toutes les normes, souvent patriarcales qui ont été intériorisées, tout le long de l'engagement, puis parfois même avant. Donc pour certaines femmes, la sortie du groupe sectaire, marque une sortie justement de certaines normes patriarcales, mais pour d'autres, c'est, simplement un retour dans un autre, système. Et je voulais aussi souligner que souvent le contrôle ne s'arrête pas le jour de la sortie. Il y a certaines choses qui restent. Plusieurs de mes participantes m'avaient parlé, de, comment elles voyaient leur féminité, leur rôle de femme, leur rôle de mère, que ça a été très difficile de déconstruire tout ça. Puis, aussi, il y a certaines choses qui restent après la sortie que, la des choses qui ont été inculquées pendant l'engagement, comme par exemple la peur d'être isolée ou, de mourir ou des choses comme ça. Donc, en conclusion, si on se fie à ces aspects-là, heu, on pourrait dire que, les groupes sectaires sont, majoritairement, patriarcaux, où les hommes sont souvent des figures d'autorité, puis, les femmes sont davantage, dans des positions, de soumission. Mais même si, en effet, on pourrait penser que certains groupes suivent ou renforcent une logique patriarcale, je pense que c'est une affirmation qui doit être nuancée.
Parce que toutes les femmes ne vont pas vivre, leurs expériences de la même manière et tous les groupes ne vont pas forcément répondre aux mêmes logiques. Donc c'est pour ça que je propose ah, d'aller, peut-être au-delà de la d'une conception totalement patriarcale, des sectes. Pourquoi? Je pense que c'est important de nuancer. Hem, Premièrement parce que tous les groupes ne fonctionnent pas, en tout cas, ne sont pas structurés de la même manière. Dans les entrevues que j'ai fait, il y a une femme qui était, dans un groupe qui était, dont la leader était une femme. Donc, il y a certains groupes qui mettent en avant justement des figures féminines de pouvoir, ou même donc des dirigeantes. Hem, Par exemple, dans certaines communautés spirituelles, communautés New Age, il peut y avoir des figures, féminines, dans centrales dans ce mouvement-là. Donc dans ces cas-là, la logique patriarcale classique, elle est remise en cause ou du moins elle va coexister avec d'autres formes de hiérarchie. Donc, le pouvoir, dans les secteurs, il est pas toujours strictement masculin et il peut prendre, des formes ambivalentes. Aussi, par contre, on peut dire que, parfois, même quand les femmes, sont en position d'autorité, ça peut aussi suivre une logique patriarcale, simplement qu'elle est, renversée ou, en tout cas, peut-être des fois inférieure. Hem Aussi, ce que j'ai vu, dans mes recherches, c'est que, le pouvoir patriarcal peut aussi être reproduit, par les femmes. Parfois certaines femmes vont, participer au contrôle d'autres femmes ou vont jouer un rôle actif dans le maintien des normes du groupe. Hem, donc comme le disait, la la chercheure, féministe dont je parlais, tantôt, c'est que, bien que le patriarcat et la domination, masculine existent, elle disait que ça n'impliquait pas forcément que les femmes soient totalement sans pouvoir ou totalement dépourvues de droits, d'influence ou de ressources. C'est, une affirmation qu'il avait, au moment où son livre est sorti en 1989, fait, quand même, en tout cas, ça a été un point qui avait été quand même controversé, mais pour elle, les femmes ont été historiquement complices du patriarcat et ont parfois contribué à l'oppression d'autres femmes. Ça peut par contre, parfois, ça peut justement être le fait que le patriarcat est intériorisé, mais ça veut pas forcément dire parfois, c'est simplement leur moyen de naviguer dans des contextes, contraignants. C'est ça que je vais retourner un petit peu, plus tard. Mais dans le contexte sectaire, on peut, par exemple, si je prends des exemples de Roland Rochette, il y avait, par exemple, une participante qui me disait que, elle avait vécu de la violence, physique et psychologique de la part justement de, la leader de son groupe. Aussi une autre femme qui disait qu'elle avait vécu pas exact de la même, manière, de la violence de la part de sa mère ou que sa mère l'a forcée à être, à se marier jeune et cetera. Donc parfois la logique patriarcale peut être intériorisée et donc reproduite, par d'autres femmes. Aussi, ce que je trouve très central un petit peu là-dedans, c'est que toutes les femmes ne vont pas vivre leurs expériences de la même manière. Hem, il y a une chercheure, qui s'appelle Coates et dans ses recherches, même si elle parle pas nécessairement spécifiquement, des femmes, elle disait que p ses participants, pour la plupart, bien qu'ils avaient l'impression d'avoir évolué dans un cadre contraignant et dans un cadre, contrôlant, leur expérience leur avait parfois aussi permis de développer une réflexivité et une identité personnelle et une certaine conscience de soi. Puis, dans ma recherche aussi, j'ai plusieurs participantes qui m'ont fait part qu'elles retenaient quand même certains aspects, que tout n'était pas à jeter, qu'elles retenaient certains aspects, plutôt positifs de leur expérience. Je pense que ça peut être surtout vrai pour, les membres de deuxième génération qui sont nés dans le groupe, que tout l'ensemble de leur cadre de référence, puis l'ensemble de leurs, liens sociaux sont dans le groupe, font partie du groupe. Donc quand on quitte, c'est quand même quitter, la majeure partie de leur vie. Toute leur socialisation tourne autour de ça. Elle me disait aussi que pour elle, c'était difficile parfois de parler des expériences positives parce que c'était pas forcément bien accueilli, par, ses interlocuteurs. Donc ouais. C'est pour ça que je pense que ça pourrait être intéressant de voir l'expérience sectaire d'une autre manière, en mettant vraiment le vécu des femmes, au cœur, de l'analyse. Donc je pense que ça c'est important de s'intéresser spécifiquement aux expériences individuelles et se pencher sur la manière dont les femmes vivent et naviguent dans ces environnements-là, plutôt que de mettre une étiquette sur leur vécu, écouter ce qu'elles ont à dire. Certaines vont
probablement peut-être parler de traumatisme, mais d'autres vont aussi peut-être parler de résilience, d'autres aspects euh, de, de, de conscience de soi, ou etc. Et je pense que c'est cette diversité des récits qui doit être vraiment au cœur de l'analyse. Donc, c'est pour ça que je trouve ça pertinent de s'intéresser c'est intéressant de s'intéresser aux mécanismes et propos de manipulation et d'endoctrinement, mais peut-être que ça peut cacher certaines choses et que la réalité est peut-être un petit peu plus complexe. Donc, ça peut être plus aussi intéressant, mais pas plus intéressant, mais intéressant de s'intéresser à des concepts plus microsociologiques comme centrés sur l'individu, comme par exemple la gentilité, puis un autre concept similaire de bargaining or patriarchy. Euh, le concept d'agentivité, c'est peut, je pense, être pertinent pour penser justement les marges de manœuvre dans des cadres contraignants. Euh, dans sa définition de base, l'agentivité, c'est une traduction en français du concept de agency en anglais, qui est défini donc par la capacité d'agir dans un contexte donné. À l'origine, c'est un terme qui a été travaillé un petit peu et qui était beaucoup lié à l'autonomie, à la rationalité, puis au libre arbitre. Donc, on exerçait de la gentilité quand on agissait de manière libre et rationnelle. Donc, dans ce contexte-là, il y a longtemps, le concept d'agentivité n'a pas pris en compte justement l'agentivité des femmes parce que les femmes n'étaient pas vues comme des personnes dotées de rationalité. Euh, Par la suite, quand les premières études, pas les premières réflexions sur l'agentivité des femmes ont vu le jour, on voyait un petit peu le choix des femmes dans des contextes contraignants comme quelque chose d'assez dichotomique. Donc, elles avaient comme deux choix, soit résister à un pouvoir qui parfois est patriarcal ou s'y soumettre. Il n'y avait pas forcément d'autres choix, c'était soit l'un, soit l'autre. Euh, Depuis les dernières décennies, il y a plusieurs chercheurs féministes qui ont montré que justement, la gentilité des femmes ne se limitait pas nécessairement à résister à 100% contre un pouvoir oppressif, mais pouvait également s'exercer à travers justement l'adhésion, la négociation et la transformation progressive des normes sociales. Donc, euh, dans ce contexte-là, la gentilité ne signifie pas nécessairement d'être libre au sens propre, mais d'avoir la capacité de naviguer dans un système, de négocier sa place à l'intérieur, de composer avec les normes, parfois de les détourner. Mais ça peut passer à la fois par des actions, mais également des non-actions, juste d'être capable de un petit peu survivre dans cet environnement-là. Donc, c'est pas une opposition entre soit se soumettre, soit résister, mais c'est plutôt un continuum de tactiques qui sont parfois contradictoires, parfois ambivalentes, mais qui permettent aux femmes d'être capables de naviguer dans un environnement qui parfois les contraint. Pour continuer, dans ce contexte-là, ça veut dire que les femmes peuvent faire preuve d'agentivité, même quand, d'apparence, elles reproduisent volontairement des pratiques qui sont perçues par les autres comme traditionnelles, patriarcales. Euh, Dans plusieurs travaux sur les sectes, souvent les membres et les femmes sont souvent vus comme des victimes davantage passives qui vont être sous l'emprise de mécanismes de manipulation ou de coercion. Et bien que ça puisse être vrai, ça peut peut-être participer à invisibiliser les formes d'engagement actifs ou pas forcément actifs, mais les formes d'engagement et les choix que les femmes effectuent au sein du groupe. Donc, même dans des contextes fortement contraints, euh, les, euh, les femmes ne sont pas nécessairement totalement ennemies, ben, bon, dépourvues par la gentilité. Elles peuvent aussi négocier leur place, adopter certaines croyances, mais en rejeter d'autres, ou encore trouver des stratégies pour concilier les exigences du groupe avec leurs désirs personnels. Mais même si les sexes sont euh, donc, même si les choix des femmes sont encadrés par un système idéologique strict, elles ne sont pas pour autant dépossédées de leur capacité à donner une chance à leur engagement parfois. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir plus tard rapidement? C'est sûr que dans les sexes, certains mécanismes peuvent être profondément genrés, pardon, en lien avec la représentation sociale des femmes, que ce soit au niveau de la sexualisation, la reproduction positive ou la valorisation de la pureté.
Et je pense que comprendre les rapports de genre, c'est vraiment fondamental quand on s'intéresse, aux expériences des femmes dans les sectes et certaines théories du patriarcat peuvent offrir une, lecture différente et nouvelle de ce phénomène-là, notamment en ce qui concerne le rôle, du genre et des relations de pouvoir, dans ces groupes. Mais je pense que ça peut être aussi intéressant d'aller un petit peu plus loin, en mobilisant d'autres concepts, pour comprendre justement les expériences individuelles des femmes. Hem, donc comme je disais, la gentilité, ça se réduit pas à la résistance contre un pouvoir oppressif, mais ça peut aussi s'exprimer à travers l'adhésion volontaire à des normes, et des structures d'autorité. Donc dans le cas des groupes sectaires, ça invite à considérer que les femmes sont pas nécessairement contraintes dans leur choix ou en tout cas, elles trouvent des moyens, de tu vois, parfois une forme de réalisation personnelle, une quête de sens ou une stratégie, pour répondre à des besoins, psychologiques et sociaux. Donc, hem, c'est même si certains groupes sectaires renforcent effectivement des logiques patriarcales, hem et peuvent avoir des conséquences marquantes et durables, pour les femmes, ça ces aspects-là peuvent être uniquement pleinement compris qu'en écoutant leurs récits et en écoutant qu'est-ce qu'elles ont à dire, puis qu'est-ce qu'elles ont traversé, puis leurs témoignages. Donc c'est vraiment leur expérience, leur voix qui vont permettre de saisir comment, justement les normes de genre, l'emprise logique et les formes de pouvoir ont pu façonner ou non, leurs parents. Donc le fin mot de cette histoire, c'est de dire que sans les témoignages des femmes, on peut pas savoir ce qu'elles ont vécu. Elles le vivent comme quelque chose de contraignant, de persuasion, d'endoctrinement ou si, à travers leurs expériences, elles ont été capables justement de trouver, des marges de manœuvre ou une manière de vivre leur engagement, tout en respectant mais pas tout en respectant, mais, en étant capable de naviguer dans des environnements qui parfois, ont été, très difficiles, pour elles. Alors c'est ça. Merci de m'avoir écoutée.